après-midi, bon après-midi. Vous êtes nombreux, ça fait plaisir de voir que les gens qui arrivent ont du mal à trouver de la place. Merci parce que ce n'est sans doute pas évident, ça ne va pas de soi de consacrer 1, 2 ou 3 jours à un projet aussi non identifié, d'autant que nous ne souhaitons pas nécessairement qu'il soit identifiable. Alors, les sondes, ça ne fournit pas de réponse clé sur porte, ça suscite un ensemble de besoins. Premièrement, le besoin d'expérimenter comme une fin en soi et de porter l'expérimentation à la scène. Deuxièmement, un besoin de créer un collectif. Un besoin également de décloisonner les disciplines entre artistes numériques, metteurs en scène, comédiens, plasticiens, auteurs, enseignants, chercheurs scientifiques et également praticiens des médias. Et enfin, un dernier besoin que j'ai recensé jusqu'ici, c'est le besoin de transformer la relation au public. Grosso modo, moi j'ai commencé à m'intéresser aux technologies numériques il y a 15 ans. Et puis j'ai commencé à écrire sur ce rapport entre théâtre et nouveaux médias, donc on était en 95. À l'époque, quand on parlait de ça dans le milieu professionnel du théâtre, c'était genre, on voit pas trop ce que ça a à faire, le numérique et le théâtre. Donc mes travaux, à cette époque, par rapport à d'autres qui existaient, par ailleurs, je pense avaient la spécificité d'envisager ce qui se passait non pas comme de nouvelles formes de théâtre qui apparaîtraient, qu'on pourrait spécifier sous l'angle de théâtre multimédia. Mais ce qui me semblait, c'est qu'on assistait à des mutations plus profondes qui concernaient la pratique théâtrale dans son ensemble. Quand on parle de numérique, dans le discours, on va dire, dans le discours professionnel premier, ce qui revient souvent, c'est que le numérique, c'est de l'image, c'est du traitement de l'image, ce sont des effets aussi. Alors je pense que la question fondamentale, c'est que ces technologies numériques sont avant tout des technologies intellectuelles, ce sont aussi des technologies de l'écrit et du langage, et que donc ces technologies mettent en jeu d'autres manières de comprendre, de penser, d'écrire. Édipe, aujourd'hui vieillard, aveugle, avance vers... Arrivent les habitants qui demandent eux aussi à Édipe de quitter le lieu sacré. Ils sont épouvantés de la présence d'un être maudit sur leur territoire. Les deux fils, Éthéocle et Polynice, vont se faire la guerre pour le trône de Thèbes. Mais cela va réhabiliter leur père. Bon, j'ai un intérêt pour le langage depuis longtemps. J'ai fait des choses autour des pensées intérieures, autour des requêtes des internautes, autour de la lecture. Et puis, je connaissais ce dispositif qui existe en France de 1%, c'est-à-dire qu'il y a 1% du prix d'un bâtiment ou de réhabilitation d'un bâtiment qui est pour une œuvre d'art. Et souvent, ce que j'en ai vu de réaliser ne me semblait pas convaincant. Enfin, pour moi, c'est très subjectif, évidemment. Et je me suis dit, quand même, il y a des budgets, il faudrait pouvoir faire un truc... Voilà, donc j'ai eu envie de proposer. Et puis j'ai eu aussi envie, dans ma pratique où j'ai beaucoup utilisé le numérique, de faire un moment quelque chose de pérenne, de changer un petit peu. J'ai eu envie aussi de pérenniser un langage qui va être, qui est déjà en mouvement et qui sera assez vite obsolète, et de lier à ça une édition qui parle de l'obsolescence du langage et des registres de langue. Donc la Panacée, c'est un établissement qui a été initié par la ville de Montpellier, qui va ouvrir dans 1 an. Donc, quand j'ai commencé à travailler sur le projet, c'est vrai que je me suis posé différents types de questions. Je me suis dit, voilà, c'est un nouveau lieu qui doit aussi pouvoir porter de nouveaux objets d'interrogation artistique qui ne sont pas toujours pris en compte, et puis qui va susciter aussi de nouvelles formes de pratique. Il y a un texte qui est assez extraordinaire que je vous conseille de lire, qui s'appelle Le musée vivant, toujours de Pierre Estany. Et il finit par dire, en fait, il faudrait créer des lieux que j'appelle les musées vivants, et qui seraient, je trouve cette phrase très belle, les services publics de la métamorphose technologique. Pour moi, le téléphone est un détonateur de nouvelles pratiques, artistiques, culturelles aussi. Je pense qu'elles sont plus larges que ça, de toute façon, elles sont, je pense, quasi d'ordre anthropologique.
C'est vrai que cet objet du téléphone se prête particulièrement bien à nouer d'autres types de relations avec le visiteur ou le spectateur. Et donc voilà, c'est aussi un des choix. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Autrement, la panacée, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais en fait c'est une herbe qui soignait les maux, enfin tous les maux, quoi. Le remède universel. C'est presque l'équivalent de la pierre philosophale. Si je parle de l'expérience de la sonde, c'est vrai que ça renvoie dans mon domaine à une notion qui a été abordée beaucoup hier, qui est la notion de pluridisciplinarité. Donc hier, pour l'art, c'est effectivement mettre ensemble des gens qui ont des pratiques d'art et qui viennent de domaines d'art différents. Et en fait, c'est exactement la même chose qui se passe lorsqu'on réfléchit à des outils tels des moteurs de recherche, etc., puisqu'il y a évidemment une dimension algorithmique, etc. Ça, c'est plutôt mon domaine. Mais on doit avoir une réflexion avec des sociologues, avec des psychologues, avec des linguistes, etc. Donc effectivement, cette réflexion de sonde et ce fait de se mettre ensemble pour travailler sur des thématiques précises, c'est en fait quelque chose qui fait écho à une certaine pratique de recherche que j'ai par ailleurs. Donc je m'appelle Nicolas D'Alessandro, je suis docteur en sciences appliquées à l'université de Mons. Je vous présente Antoine Maisonde, qui est premier violon du Quatuor Tana et de musique nouvelle. Et donc voilà, moi, mon travail depuis presque 10 ans, ça a été de réfléchir à la voix artificielle, c'est de ça dont je vais parler dans 2 jours. Comment finalement transformer le geste du corps en un geste vocal, en un geste d'expression vocale, que ce soit la parole ou le chant. Et donc à un moment donné, c'est finalement assez récent, il y a 1 an, j'ai commencé à travailler sur la manière de porter et de transférer tout mon travail d'expression de voix artificielle vers un médium téléphone. Donc ça a donné lieu à différentes choses, dont une idée en fait de chorale, c'est-à-dire parce que le téléphone est aussi un objet qui socialise et qui permet de se regrouper. Donc nous, on est parti sur quelque chose d'un peu plus minimaliste, un duo, où on va essayer justement d'amener cette vocalité dans l'utilisation du téléphone. Voilà, bonne écoute. Dans ma pratique artistique, j'essaie de ne pas utiliser d'ustensiles ou de machines, parce que je ne sais pas m'en servir, et d'une part. Mais maintenant qu'il y a cette idée de la panacée, bah ça commence quoi, à travailler dans ma tête. Mais moi, je pense que si on me faisait des propositions de travail par rapport au téléphone, j'utiliserais le téléphone bakélite noir. Voilà, parce qu'en plus, au-delà de ça, étant enfant, on a eu une réplique de téléphone, 2 téléphones comment on appelle ça, à cadran, qui étaient reliés par un très long fil, et mon frère et moi, on était dans 2 parties de la maison, et on pouvait se parler. Et donc ça je me dis, j'adorerais essayer de rejouer avec cet outil. La logique de la sonde comporte 3 éléments que nous souhaitons reproduire dans les après-midi. L'élément de la rencontre, et donc cette rencontre, elle est entre participants à la sonde, donc les personnes quelque part dont le nom est inscrit sur le programme de la sonde, mais également le public. Il y a également une logique extrêmement forte d'expérimentation, et enfin une logique de l'observation. Donc j'ai expliqué que dans les traces que nous souhaitons laisser, il y a un groupe d'observateurs, et j'ai expliqué également combien il était important pour nous que nous ayons vos propres observations. Franck va commencer par nous expliquer le projet du labophone avec, comment appellerais-je ça, avec des contrepoints. En fait, je ne sais pas à quoi ça va ressembler, donc avec une intervention en tout cas d'Isabelle Batz. Ce qui a provoqué l'intérêt pour le téléphone, c'est bien sûr l'explosion qui existe aujourd'hui artistique, notamment, mais aussi culturelle, autour du téléphone portable.
quand on commence à regarder les choses de près, on a l'impression d'assister à la gestation d'un monde nouveau. En fait, on pourrait dire que cette volonté de travailler sur art et téléphone, ça serait un petit peu travailler sur une conversation impossible entre Graham Bell et Steve Jobs. Et donc, voilà, une des idées à la panacée, ce qu'on souhaite faire, c'est de donc fixer ce sujet de art et téléphone à partir de sa dimension historique, en rendant compte de cette évolution, de cette jonction entre le téléphone et les différents arts jusqu'à aujourd'hui, et de confronter ça à la dimension prospective donc liée au téléphone portable. Donc cette manifestation, parce que c'est plus une manifestation, qui va durer 6 mois, se fondera sur 2 piliers principaux. L'un que j'ai appelé musée de la conversation. L'idée c'est d'envisager la manière dont le téléphone a été un laboratoire à la fois de la relation machine, de la relation à distance, qui passe d'abord par le son avant de passer par l'image. Puis à côté de ça, il y aurait un sort de programme que j'ai appelé Homo Cellularis. Donc là, l'idée principale, le fil directeur, c'est vraiment l'idée, non pas partir de l'objet, mais de partir vraiment de l'effet du téléphone sur nous. Quelque chose qui me semble aujourd'hui, je pense qu'on le voit tous, mais c'est quelque chose qui reste en même temps aussi un peu de l'ordre de l'imperceptible néanmoins. Et donc de voir comment cette mutation, qui je pense est peut-être d'ordre anthropologique, modifie notre relation aussi à l'identité, au langage, aux autres, à l'espace, etc. Mais ça serait plutôt quelque chose qui serait plutôt, qui se déroulerait comme un programme expérimental et non pas sous forme d'une exposition arrêtée. It's a surprise for me. The surprise I have experienced recently is the increasing involvement of the audience that I am seeing in my recent mobile arts projects. So what is the Widget Art Gallery in few words? It's a mini 3-dimensional single-room gallery that fits into your pocket. The spectator, the viewer, is fully participating and totally involved during the discovery of the exhibition that receive for free directly on the iPhone or iPad. This is the little concept. The Widget Art Gallery is constituted by 3 links and 3 windows. The main window with the exhibition, then a link to the short concept regarding the exhibition, and another link to go to the past exhibition. This was an exhibition by a Canadian artist, Lorna Mills, Operatic Narcoleptic. Another site-specific GIF installation by Madrid-based artist Manuel Fernandez, fabric interference of noise waves itself through space. Le téléphone portable, non, j'arrive pas à m'imaginer travailler avec, enfin le mettre en scène, je m'imagine pas ça. Par contre, dans un spectacle que je suis en train de travailler, il y a un téléphone sur le plateau, mais c'est un téléphone qui date de la Seconde Guerre mondiale, un vieux téléphone noir encore avec ce clavier là qu'on tourne. Et donc on l'utilise sur le plateau, mais je me vois pas utiliser un téléphone portable. Ouais, non, vraiment pas. Je trouve que, je sais pas, je trouve que ce n'est pas un objet qui ouvre l'imaginaire. Bonsoir. Alors ce dispositif qu'on va vous présenter, cette performance qu'on va vous présenter maintenant, s'appelle ASLP. C'est quelque chose qui peut vous arriver si vous vous promenez dans des chatrooms ou que vous envoyez des SMS par divers systèmes à des inconnus. Et puis soudain dans la conversation, vous allez recevoir ce message ASLP, Age, Sex, Location, Picture. Et ça veut dire que la personne à qui vous parlez voudrait connaître votre âge, votre sexe et votre lieu de vie ou l'endroit où vous vous trouvez, et éventuellement votre photo. Et donc c'est là que les masques tombent en quelque sorte.
et c'est une expérience donc autour du thème du téléphone que nous allons vous proposer ce soir. La première chose à faire, c'est d'allumer vos téléphones portables. Alors, avec toutes les cloches possibles, c'est-à-dire la sonnerie, le vibreur. N'hésitez pas à répondre au téléphone, voilà, c'est ça, bien sûr. Et surtout, regardez les messages qui vont vous être adressés. Vous pouvez répondre à ces messages. Et en fait, Camille Louis, qui est à mes côtés, recevra vos messages et elle va les placer sur cette carte qui, elle, est virtuelle. Et nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est donc que vous allez faire une visite d'œuvres, vous l'avez bien compris, absentes. Et que sur ces œuvres absentes, nous, on aimerait bien que vous nous renvoyiez des descriptions, des impressions, des mots, n'importe lesquels, liés à ce qui se passe, ou pas liés d'ailleurs, c'est à voir, mais en tout cas que vous nous envoyiez des réactions, et ainsi nous allons constituer une carte textuelle de ces œuvres d'art qui sont disséminées dans cet espace de la fabrique. Ça se voit, non? Je pense que c'est une invitation. C'est le téléphone, c'est le téléphone, ça. C'est pas spontané, en fait. Et donc il y a cette œuvre de Bettina Sanson qui est la réplique de la carcasse de la cabine en résine avec les détails. Donc la carcasse originale avait des impacts de balles parce qu'elle servait de cible à un moment. Et alors, donc il y a cette carcasse en résine qui est la réplique d'une carcasse originale, c'est traînée de pierres volcaniques, et puis un plexiglas derrière qui ramène au désert de Mojave. Et je me dis, si cette cabine avait su parler, qu'est-ce qu'elle pourrait raconter? Je vais l'appeler là. Donc j'ai le numéro de cette cabine. Malheureusement, elle n'est plus en fonction, mais je vais l'appeler quand même. Oui, non, c'est aux États-Unis. Ah, c'est la cabine. Elle est morte. Je trouve ça complètement fou qu'on puisse être ici et ailleurs à la fois à travers cette cabine. Vous êtes sûr qu'il n'y a personne? J'ai regardé déjà. On va laisser pour les autres. Aux SMS gratuits. À la vôtre. Tu peux pas J'adore. Ça va commencer dans quelques instants. Ah. Il y a plus de 20, tu peux leur dire? Il y a plus de 20. Oui, c'est moi-même. Bonjour. Mais ce que je... Instruction, oui, instruction. Bordeaux. Oui, c'est fait. Médaille. Bon, comment marche? Oui. On est dans une autre vie, en fait. Tu te déshabilles, toi? Non, non, pas de problème. J'entends Pas de votre problème. fille arriver. Désolée, je suis en retard. Ah non, non, pas de problème.
Il y a plus de... Ton père et moi, on était justement en train de parler de sa journée de travail. Pourquoi tu n'en parles pas à notre fille, chérie? Démir! Moi, je sais jamais. Jenny! Aujourd'hui, j'ai quitté mon travail. Et j'ai dit à mon patron qu'il pouvait aller se faire foutre. Bah, dis donc. Je lui ai fait du chantage pour 50 000 $. À ton patron? Passez-moi les asperges. Ton père semble penser que ce genre de comportement est quelque chose dont tu peux être fier. Et ta mère préfère me voir vivre une vie de prisonnier. Je dois vous répondre. Avec ma bite rangée dans un bocal sous le lavabo, puisqu'il est. Et j'hallucine que tu puisses être aussi insolent avec moi. Le jour où tu as perdu ton travail. Perdu. Oui, perdu. Je n'ai pas perdu mon travail. Ce n'était pas comme... Ouh, où est parti mon travail? J'ai arrêté. Quelqu'un peut me repasser les asperges, s'il vous plaît? J'en ai vraiment mais rien à foutre. Oui, mais j'ai perdu. Toujours de la terre. Hurle, se défait de terre. Trop tard. Alors, le téléphone, pour moi, s'intègre dans un environnement technologique, hein, donc, ce qui donc, interroge forcément, je dirais, la façon, cette relation homme-machine, cette relation finalement qu'on peut avoir avec cet environnement technologique, et le téléphone en fait partie. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est comment un artiste, il n'y a pas une façon de s'emparer de cet environnement, c'est comment finalement dans ce qui va intéresser un individu qui justement est artiste et qui va s'emparer de ces questions-là, et comment il va poursuivre en fait un parcours à l'intérieur de ça. Si je devais le résumer, qu'est-ce que l'informatique moderne, qu'est-ce que l'informatique de ces quelques dernières années comparé à l'informatique historique et à l'informatique de la génération de nos parents, c'est qu'aujourd'hui on ne peut faire plus aucune hypothèse sur le contexte dans lequel l'informatique est utilisée. Et donc moi, quand j'essaie justement après de venir recaler la synthèse vocale là-dedans, c'est qu'on doit vraiment comprendre qu'il y a un... Je ne sais pas si je peux traduire cette phrase, mais donc l'utilisation de la parole artificielle sauvage se construit au-dessus d'une couche qui est extrêmement géolocalisée, mais aussi il y a un paramètre de performance qui est très important. C'est-à-dire que c'est pas seulement l'échange de texte, c'est une performance, et je vais parler de performance gestuelle.
interactive entre une société qui est une société d'humains, et puis on va de plus en plus, au niveau discussion sur le mobile, on va vers une société d'appliances, donc appliances c'est appareil. Donc on n'est plus seulement dans une société d'humains, on est un couplage de sociétés d'humains et d'appareils, et les appareils doivent s'insérer dans cette performance complexe, interactive, localisée, où finalement tout est important. Forcément la parole est une performance, alors la voix est un instrument, ce qui me ramène à ma formation de départ, fabriquer des instruments, et donc ma recherche à moi c'est fabriquer ces instruments. Moi je m'interroge beaucoup sur la dimension plastique de l'oral évidemment, et voir quelle est la physicalité, enfin quelle est la physicalité, le visuel. J'ai déjà beaucoup travaillé sur le geste, mais là maintenant je m'intéresse de plus en plus à vraiment c'est ça la dimension plastique intrinsèque de l'oral. Comment est-ce qu'on pourrait représenter physiquement par un objet, par une variation, modifier la position d'un objet, par avoir un retour visuel, le sens de la parole et le côté organique de la parole. Monchiroides, domo, arigato. Sayonara. Et donc là je travaille maintenant avec des objets, etc., également avec la détection des visages pour voir comment on peut faire ça. Et voilà. Merci. This is another example. So this, it's just anything is possible. I can just put layers with animals right there, and people that go there with a mobile phone can see these things. Using something I created for the mobile phone, it's a building tool, because I was thinking that if you can put elephants somewhere, then you can also do a sort of Lego building block. So I created this tool, and everybody can use it. You can just start building wherever you are. You can create blocks, and other people can use that same block structure and continue building on it. This is a prototype for some sort of shooting game, and then you have to throw the ball to the other side of the stadium. But it's a bit prototype. I was thinking that there will be a reality that will be multi-layers. Everywhere you go, there will be something, and it will be confusing, and people will putting a sign up saying no won't help. It's not going to be stoppable, I think. And I wanted to demonstrate that, so I thought, okay, what happens to a museum? So I thought, okay, maybe at one point they will have signs at the entrance saying no, no virtual additions in this space. And this is a fake photo, it's not real, but I got an email when I put this photo on Twitter by an American guy who's teaching augmented reality. And he said he went to the MoMA and wanted to photograph the sign, and the sign was not there, and the MoMA did not know about it.